Aujourd'hui, on va chercher le flow. Alors pas le flow comme dans le rap, dans la musique, pas le rythme. Non, le flow, ici c'est ce que les athlètes appellent la zone. Ce moment où tout ce que l'athlète fait est parfait. Au tennis, alors oui, je parle beaucoup de tennis. Au tennis, c'est ce moment où eh bien, le joueur n'en rate pas une. Tous ses coups sont extrêmement précis, juste à côté de la ligne. Il est capable de lire parfaitement le jeu de son adversaire et devient injouable. Il faut généralement mieux attendre que ça se passe. L'auteur du livre, Trouver le flow, Mihaly Csikszentmihalyi, pardon pour la prononciation, et l'auteur définit le flow comme ce moment où on trouve une tâche suffisamment difficile pour qu'elle nous permette d'utiliser pleinement nos compétences, sans pour autant que ce soit impossible. Si je vous demande de jouer une symphonie de Beethoven, alors que vous avez étudié le piano pendant 3 mois, vous n'allez pas réussir et ça va plus s'apparenter à de la torture. Après quelques mois de piano, quand j'étais petit, on m'avait donné une version simplifiée de la musique d'Indiana Jones et ça correspondait parfaitement à mon niveau de compétence et j'étais vraiment passionné par ce petit morceau. Prenons aussi l'exemple du sudoku. Si vous avez un sudoku de niveau facile et que vous êtes bon, vous n'êtes pas dans le flow, ce sera plus de la détente mentale. Et de la même manière, si le niveau est trop dur pour vous, eh bien vous allez plus souffrir qu'autre chose. Il faut que ce soit votre niveau qui corresponde votre niveau de compétence qui corresponde exactement au niveau de difficulté de l'activité. Et là, vous êtes dans le flow. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le flow ? En fait, il aurait été probablement plus intelligent de commencer par lire le livre qui s'appelle Flow plutôt que de lire celui qui s'appelle Trouver le flow. Néanmoins, il est intéressant de lire ce livre parce que l'auteur présente assez succinctement son travail. Pour étudier le flow, il a demandé à des personnes de remplir des petits calepins. Et les calepins venaient avec un appareil qui allait biper de manière aléatoire à l'intérieur de leur semaine. Ça peut être à 7h du matin, à 10h, à midi ou l'après-midi, etc. Les gens doivent noter ce qu'ils sont en train de faire et répondre à quelques questions sur leur estime d'eux-mêmes, par exemple leur confiance en eux, l'agréabilité du moment, leur niveau de bonheur, etc. etc. À la fin, il renvoie le petit calepin au psychologue qui est chercheur à l'université de Chicago et qui va analyser les résultats. Donc il est capable de voir comment on se sent en fonction des différents moments de la journée. Il essaie de nous livrer maintenant quelles sont les activités qui peuvent créer du flow. Son livre et ses recherches d'une manière générale ne sont pas peu prétentieuses. Il considère qu'il, avec le flow, a trouvé la raison de vivre, cette chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc quand même, c'est pas de la merde. Il a trouvé quelque chose d'incroyable. Il y a une étude qui, à mon avis, résumera très bien l'ensemble du livre, c'est lorsqu'il a demandé à des adolescents, il a récupéré les petits calepins des adolescents et il a fait une moyenne de leur niveau de confiance, d'estime, etc. Enfin, toutes les données que je vous ai déjà dit avant. Il a divisé les adolescents en 2 groupes. Vous avez les adolescents qui ont une personnalité autotélique et ceux qui n'ont pas de personnalité autotélique. Alors autotélique, c'est un mot qu'il a inventé, donc du grec. En gros, ça veut dire intérêt intrinsèque. La personnalité autotélique, c'est une personne qui est capable de trouver un intérêt intrinsèque et donc plus facilement d'atteindre le flow
lorsqu'ils font une activité. Une personne qui aime jouer aux échecs a une personnalité autotélique parce qu'on ne joue pas... Enfin, une personnalité. Oui, montre un trait de caractère autotélique parce qu'on ne joue pas aux échecs pour devenir riche. On joue pour se tester soi-même, jouer contre un autre adversaire, prendre du plaisir, réfléchir au maximum en essayant d'imaginer toutes les combinaisons possibles. Donc, il y a des adolescents et des adultes qui n'ont pas cette personnalité autotélique et qui vont accepter plus facilement de faire ce que l'on attend d'eux ou ce que l'on exige d'eux. Il a donc divisé les adolescents qui ont envoyé les calepins en deux groupes, les personnalités autotéliques et ceux qui n'en ont pas, et a comparé leurs résultats. Lorsqu'ils sont à l'école, eh bien, les adolescents autotéliques, on va les appeler comme ça, ont plus confiance en eux, ont une meilleure estime d'eux, on estime un niveau de bonheur plus élevé, voient plus l'intérêt pour le futur, etc. Et trouvent même le moment plus agréable, ce qui est assez logique. D'un autre côté, lors des activités de loisirs non passives, donc c'est tout ce qui est jeu, sport, où on a besoin d'être actif, non pas regarder la télévision notamment, toutes ces activités qui demandent d'être vraiment présent lors de l'activité. Et il a comparé donc encore une fois entre les deux groupes. Et donc les personnes, les adolescents avec la personnalité autotélique ont plus confiance en eux, donc lors de ces moments de jeu et de sport, ont plus confiance en eux, ont une meilleure estime d'eux, arrivent même à en voir un peu l'intérêt pour leur futur, etc. Par contre, ils déclarent être moins heureux. Un tout petit peu, mais moins heureux. Et là, on a quelque chose d'un peu paradoxal parce que ce flow, cette recherche de l'intérêt intrinsèque lorsqu'on fait une activité, toutes les idées que défend l'auteur, eh bien, c'est quand même d'avoir la meilleure vie possible. Donc, il critiquait Marx, Sartre et Foucault, donc les déconstructivistes et nos amis d'extrême gauche, et il disait que Marx écrivait qu'un ouvrier exploité ne pouvait pas être heureux. Un ouvrier exploité était fondamentalement traumatisé, ne pouvait pas atteindre un niveau de bonheur quand même il déclarait être heureux. Il devait être libéré de l'oppression et là il pourrait enfin être heureux, etc. etc. Donc il dit non, si quelqu'un rapporte être heureux à un instant T, je ne vais pas considérer que ça n'existe pas. Donc, vous pouvez ne pas atteindre aussi souvent un état de flow, vous pouvez ne pas avoir une personnalité autotélique qui va rechercher un intérêt intrinsèque à l'intérieur d'une activité et donc la faire pour simple plaisir de la faire. Vous pouvez donc avoir une personnalité plus simple et quand même être heureux. Le flow, parfois quand on lit l'auteur, on a l'impression que c'est la pilule miracle qui fait que la vie est belle, on est heureux, les oiseaux chantent et il y a du soleil tous les jours. Vous pouvez quand même avoir une bonne estime de vous, avoir confiance en vous si vous n'avez pas un type de personnalité autotélique. Alors, où est le flow? En fait, c'est un peu ça la question. Eh bien, le flow peut être trouvé n'importe où. Si vous travaillez dans une usine et que vous aimez votre travail, vous pouvez atteindre un état de flow. Il donnait l'exemple d'un ouvrier sur une ligne d'assemblage qui devait réviser des caméras en environ 46 secondes. Il était tellement concentré et utilisait pleinement son potentiel qu'il était capable de faire ça en 20 secondes. Et sentir qu'il est capable d'être excellent dans quelque chose lui faisait apprécier ce moment de travail plus que de regarder la télévision. Le flow peut être trouvé dans n'importe quelle activité en fait. Vous pouvez chercher
des pierres, vous pouvez collectionner des pierres, vous pouvez faire des sudoku, vous pouvez cuisiner. Toutes les activités eh bien, sont susceptibles de vous apporter du flow. Enfin, il considère que le flow n'est pas en soi suffisant pour vivre une vie heureuse. Il rajoute quand même une condition morale pour vivre une bonne vie. Eh bien, il ne faut pas faire de mal. Encore une fois, c'est simple, donc pourquoi pas, ça marche bien. Les nazis qui travaillaient sur... non, c'était pas les nazis, je crois que c'était vraiment ceux qui travaillaient avec les Américains sur le projet Manhattan. Eh bien, appelez ça mon petit projet. Il avait un nom affectif pour justement cette recherche de la bombe nucléaire, ceux qui travaillaient peut-être pas dans des camps, mais pouvaient atteindre une sensation de flow, aussi horrible que ça puisse paraître, de pouvoir être dans une sensation de flow à un certain moment. Donc on peut faire des choses abominables et quand même avoir une sensation d'être excellent dans quelque chose, et c'est assez logique parce que ce sentiment d'excellence et d'être au meilleur de ses capacités, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça soit moral, en fait, c'est amoral le flow. Donc quand même il y a un chapitre à la fin pour expliquer que pour avoir une bonne vie, il faut être moral. Et ça, c'est important. Le flow, j'en reparlerai évidemment parce que c'est un peu bizarre de parler où trouver le flow, de parler du livre où trouver le flow alors qu'on n'a pas lu le livre qui s'appelle Le Flow. Donc, vous en reparlerez, vous allez en entendre parler une nouvelle fois bientôt puisque je vais m'attaquer à cet autre livre du même auteur, Mihaly Csikszentmihalyi. J'espère qu'en lisant, j'atteins le flow. Faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!